Cette partie du chapitre, on parle du développement prénatal, donc de notre bébé en route. Notre bébé est conçu, notre bébé a son bagage génétique et notre bébé vit dans un environnement prénatal. Alors, petite bédaine à droite, bien sûr, c'est la bédaine de la femme enceinte. Et à gauche, on voit, en fait, c'est une représentation graphique de ce qu'est une amniosynthèse. L'amniosynthèse, c'est le prélèvement du liquide amniotique, le liquide dans lequel le bébé baigne. Et pourquoi on fait ce genre de prélèvement-là? Eh bien, c'est pour recueillir les cellules qui flottent dans ce merveilleux liquide et qui contiennent le bagage génétique du bébé. Pourquoi elles contiennent le bagage génétique du bébé, ces cellules-là? Pourquoi elles flottent là? Eh bien, c'est parce qu'on perd toujours des petites cellules de peau. Nous-mêmes, on en perd régulièrement. On perd des cheveux, on se gratte, on perd des petits bouts de peau, OK? Donc, c'est ça qui arrive aussi chez notre fœtus, embryon, fœtus en développement. Et on recueille ça, on analyse le bagage génétique qu'il y a à l'intérieur du noyau pour voir s'il n'y a pas d'anomalies chromosomiques. Et les anomalies chromosomiques, je vous en ai parlé, entre autres la trisomie 21, c'est la façon de dépister. Quand on fait ce prélèvement-là, on est assisté par l'échographie. Pourquoi? Pour éviter de picocher dans le bébé. Il faut savoir où est l'aiguille. C'est quand même une bonne idée, hein? Alors, c'est parti pour le développement prénatal. Combien de temps dure une grossesse chez le petit de l'homme? Eh bien, 40 semaines. Mais en fait, le 40 semaines, c'est ce qu'on détermine quand on va voir notre médecin pour savoir à combien de temps de gestation est rendu notre bébé, en fait. Mais le fameux 40 semaines, c'est pas le temps gestationnel. C'est le temps à partir des dernières menstruations, du premier jour des dernières menstruations. On calcule ça comme ça. La grossesse, le 40 semaines, c'est ça. Parce que sinon, ça serait 38 semaines de vie gestationnelle. Notre petite bout en développement, là, eh bien, c'est 38 semaines qui va passer dans le ventre de maman si tout va bien. Il y en a même qui vont prolonger ça, il y en a qui vont étirer ça un petit peu, là. Mais 38 semaines. Mais on calcule 40 semaines pour avoir une, comment je dirais ça, une vision éclairée de où ça commence puis où ça finit, même s'il y a 2 semaines où le bébé n'était pas là. C'est comment ça, il n'était pas là? Ok, je vais vous réexpliquer la patate. On va chez le médecin, il nous demande à quand remontent vos dernières menstruations. On dit la date. Mais quand on est menstrué, on n'est pas enceinte, hein? Ça prend combien de temps pour ovuler à partir de la dernière menstruation? Ben, c'est au moins 14 jours. Il y en a que c'est plus même, parce qu'ils ont un cycle plus long. Alors, on va y aller avec ça. On se dit à peu près que ça fait 2 semaines que le bébé n'est pas là et que là, le bébé il est apparu parce que malencontreusement, vous avez rencontré un pénis en érection qui a éjaculé. Et voilà. Alors vous êtes enceinte à partir de ce 14e jour-là, qui est inclus dans 40 semaines. Mais de vie gestationnelle, ce n'est que 38 semaines qu'il va avoir en bout de ligne. Donc, quand on dit j'ai un mois de grossesse sur mes 40 semaines, c'est faux. Tu n'as que 2 semaines de fête. Mais c'est pas grave, tu es enceinte, c'est ça l'important. Surtout si tu le veux, hein. C'est quand même une bonne idée de vouloir un bébé. Quelles sont les phases du développement prénatal? À partir du moment de la conception, vous vous rappelez, il s'appelle comment? Nous avons un zygote. Et quand le zygote, il s'installe dans la paroi utérine, il tombe instantanément dans la première phase du développement prénatal, qu'on appelle la phase germinale. Ensuite, ce sera la phase embryonnaire. Et pour terminer, la phase fétale. Vous avez les semaines. 0 à 2 semaines, tu es en phase germinale. De 3 semaines à 8 semaines. En fait, selon les volumes, on peut dire que ça va jusqu'à 9 semaines, là, mais on voit pas mal. Et de 9 semaines à la naissance, vous êtes en phase
fœtal. Donc, germinal, embryonnaire, fœtal. Je vais tout vous expliquer ça. Le petit lien que je vous ai mis sous le titre de cette partie de chapitre, eh bien, allez-y, allez voir. C'est vraiment bien fait. En fait, c'est une reconstruction numérique avec des images de synthèse. On a vraiment l'impression que on est dedans la bedaine d'une madame qui a un bébé qui se développe. C'est beau, puis il y a plein d'explications qui vont avec ça. C'est vraiment fascinant. C'est fou comment que la technologie peut nous envoyer dans un univers qu'on n'y aurait pas accès en temps normal. Ben, pas tant que ça, parce que on sait que la fétoscopie, c'est possible. Entrer une petite caméra à l'intérieur de l'utérus, mais on va pas entrer une caméra à l'intérieur d'une trompe de Fallope, hein? Voilà. Vive les images de synthèse. Première phase, la phase germinale. Qu'est-ce qui se passe avec notre petit zygote? Eh bien, il va aller s'implanter dans la paroi utérine. Il a été fécondé. J'aime bien le terme phase germinale. Ça fait penser à la germination. Tu sais, des petites graines qui germent, là. Ben, c'est ça. On est en train de préparer un petit humain avec une petite graine comme ça qui s'appelle notre ami le zygote. Donc, 2 semaines suivant la fécondation, comme je l'ai dit, 4e semaine de grossesse, parce que les 2 autres semaines avant, tu n'étais pas là, eh bien, toi, mon petit zygote, tu vas te diviser, tu vas déjà commencer ta division cellulaire, et puis tu vas aller t'implanter dans la paroi de l'utérus de ta maman. Et qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, tu vas commencer à te développer d'une façon particulière. On va t'appeler blastocyste. Fini zygote. Blastocyste, parce qu'il y a un amas de cellules qui va se ramasser dans une partie et le reste va être... Il y a comme un petit espace vide. Ben attends, je vais t'expliquer, là. Pourquoi il y a une agglomération d'un côté? C'est parce que ça va être toi qui va être là. Et le reste, à quoi ça va servir, cet espace-là? Ben, ça va être l'espace dans lequel il va y avoir le liquide amniotique. Donc, dans ta programmation de cellules, tu as toi, tu as ton sac amniotique, ton cordon ombilical et ton placenta qui vont se développer dans la période germinale. C'est très bien fait. Hein? Parce que si tu n'avais pas de placenta qui t'accompagnait, tu n'avais pas ton cordon ombilical, ben là, tu ne te développerais pas, mon petit. Tu ne te rendrais pas. Pas à une journée. Fait que, on est bien équipés. Alors, mon petit blastocyste, tu viens de t'installer dans la paroi utérine. Que se passe-t-il? Ben, oui, toi tu te développes, mais ce n'est pas tout. Ce qui va se développer, ce sont les organes nourriciers et protecteurs. Nous avons le placenta, nous avons le cordon ombilical et le sac amniotique, qu'on appelle l'amnios. C'est pour à quoi sert le placenta? Ben, c'est lui qui va permettre de transmettre les substances nutritives et l'oxygène à l'embryon et éventuellement le fœtus, parce que l'embryon va devenir un fœtus. Il va éliminer les déchets. Il va éliminer les déchets comment? Ben, par le cordon. Le cordon ombilical, lui, c'est une autoroute à 2 voies. Il y a donc l'alimentation qui s'en vient sur un bord et les déchets de ton petit organisme en développement qui retournent. Le placenta fait tout le ménage là-dedans. Aucun effort à faire. Donc, il élimine les déchets, oui, parce que tu vas produire des déchets de croissance, c'est associé à ça. Produit des hormones de grossesse aussi, le placenta, parce qu'il ne faut pas oublier que il faut qu'il signale que tu es encore là, et aussi, il faut que notre placenta il grossisse. Il va grossir en fonction que toi, tu grossisses. N'oublie pas ça, parce que sinon, tu te retrouves avec un petit frigo, puis tu as un gros appétit. Ça ne marchera pas. On a parlé de problématiques par rapport à ça. Le transfuseur transfusé, là, c'est parce que le placenta, il ne suffisait pas pour un des petits. On ne va pas aller dans le dramatique. Et qu'est-ce qu'il fait aussi? Il immunise le fœtus. C'est le début de ton immunité. Mais en fait, l'immunité que tu as par le placenta, c'est l'immunité maternelle. Donc, maman
elle a des anticorps, puis elle te les pitch là-dedans, dans le placenta. T'en as besoin. Si maman pogne un rhume, ben, elle va se défendre du rhume, ben toi aussi. C'est un petit peu comme ça. Ton cordon, ben, c'est ton beau câble de. Moi, ça ressemble à un câble de téléphone, les téléphones d'autrefois on avait un câble après, là, tu sais, la spring, là. Ben, ça ressemble un peu à ça. Puis c'est ton autoroute à deux voies, comme je t'ai dit, qui relie ton placenta à ton merveilleux nombril. Et ton nombril, eh bien, c'est la porte d'entrée, pouf, direct dans ton estomac. Tu es nourri de cette façon-là. Sac amniotique, qu'on appelle la poche des os ou la membrane amniotique. C'est un tissu qui est très résistant. Puis qu'est-ce qu'il fait? Ben, il permet de contenir le liquide dans lequel tu baignes et que tu te développes. N'est-ce pas fantastique? Et puis cette membrane-là, elle crève au moment de la naissance. Certaines femmes, la rupture des os, c'est la poche des os, la rupture des os, va se faire, le travail est déjà commencé. Mais pour plusieurs, c'est comme le signe annonciateur que, au palais, dans quelques instants, le travail va commencer et bébé s'en vient. Eh bien, la phase embryonnaire. Salut, ma petite crevette d'amour qui vit dans ta petite bulle de liquide. On le voit très bien, surtout dans l'image du bas. On voit vraiment qu'il y a un petit placenta qui est à côté du sac amniotique. C'est cute, hein? Mais t'étais pas cute. On voit ton œil, hein? Ton œil est là. T'as des tout petits bras. Rappelez-vous des axes du développement céphalocodal, la tête, on dit à la queue, au pied, là, jusqu'en bas, et proximodistal du centre vers l'extérieur. Ce qui est plus développé, c'est donc ton cerveau, le tube neural qui descend jusqu'à la base de ta colonne vertébrale. Puis là, ben, tu as des tout petits bouts de bras qui viennent s'installer un petit peu plus tard. T'es vraiment pas beau dans ta phase crevette. T'as même pas de carapace pour te cacher. En tout cas, ça va s'améliorer. Inquiète-toi pas. T'es beau aujourd'hui, là, ça s'est amélioré. Phase embryonnaire, 3e à 9e semaine de gestation. Là, c'est les développements des organes et du système nerveux. Système nerveux, je vous en ai parlé. Système nerveux, cerveau, moelle épinière. Et là, système nerveux central, système nerveux périphérique. Tout ça va s'installer tranquillement, pas vite. Le système respiratoire est très important. Mais tu dis, je respire pas, moi. Quand je suis dans le ventre de ma mère, je suis dans la flotte. Non, mais il faut le développer pareil. Parce que le jour que tu vas venir au monde, là, t'as aussi bien d'être fonctionnel, ton système respiratoire. Ton système digestif, lui aussi se met en place. Tout doucement, tranquillement. Tous les organes qui vont être utiles après, quand tu vas avoir ta vie autonome, il faut qu'ils soient prêts au moment de ta naissance. On parle de période critique du développement. Période critique du développement physique, c'est là. C'est là où il y a plusieurs anomalies congénitales qui peuvent survenir. Qui peuvent être associées à quoi? À ce qu'on appelle des agents tératogènes. Agents tératogènes, c'est des produits qui viennent de l'extérieur, qui ils te sont arrivés à toi, là, si je dis que toi, tu es l'embryon, par ta mère. Ta mère aurait consommé de l'alcool, consommé de la cigarette, consommé du pot, consommé de la cocaïne. En tout cas, elle a consommé. Et bien là, ça va jouer parce que ton développement est extrêmement rapide. Et c'est là que les malformations peuvent se retrouver si c'est un produit qui entraîne ça. D'ailleurs, il y a un produit hautement toxique qui avait été introduit au Canada qu'on appelle la thalidomide. La thalidomide, eh bien, c'était un médicament qu'on donnait aux femmes enceintes pour réduire les nausées, parce qu'en début de grossesse, les femmes ont souvent des nausées. Mais il s'est avéré que ce médicament-là, il interférait avec le développement embryonnaire, qui faisait que les enfants continuaient à se développer, mais il y avait des anomalies au niveau des membres. Les bras, les jambes, même des malformations au niveau de la boîte crânienne, bon, la mâchoire. Ce fut affreux parce qu'au Québec, il avait été interdit ce médicament-là en Europe. Puis le Canada avait accepté, le Québec avait accepté. Donc, on s'est retrouvé avec des enfants qui avaient des malformations importantes à cause de la fameuse thalidomide, qui est un agent tératogène. Alors, on surveille. Hein? Quand on est enceinte, il faut toujours demander qu'est-ce qu'on peut consommer qui ne mettra pas notre fœtus en danger.
D'ailleurs, là, on est en phase embryonnaire. Fœtus, on va en parler plus tard, phase embryonnaire, ça va extrêmement vite. Donc, les médicaments, si la dame souffre d'une dépression, une dépression caractérisée, dépression majeure, on va quand même lui suggérer de poursuivre sa médication. Pourquoi? Parce que s'il est à risque, elle, d'avoir un épisode dépressif tellement intense qui peut l'amener au suicide, on veut la garder en vie. Les médicaments qui sont prescrits comme antidépresseurs n'ont pas d'effet tératogène sur l'embryon et le fœtus. Pas des effets tératogènes, en tout cas visibles, ou qui vont avoir un impact sur le système physique. Ça, c'est clair. Mais il faut toujours poser des questions. Qu'est-ce que je peux consommer pour pas nuire à mon petit être en développement? Quand est-ce qu'on sait que notre embryon est rentré dans la phase fœtale? Eh bien, c'est tout simple. C'est au moment de l'apparition des premières cellules osseuses. Avant ça, t'es comme une petite boule de jello avec du cartilage. C'était pas des os. Mais, à partir de la 9e semaine de gestation, petite cellule osseuse s'installe. Tu es donc rentré dans la phase fœtale. Ce qu'on sait de la phase fœtale, on sait que dès 4 mois, plusieurs femmes peuvent sentir les mouvements du bébé. En fait, il y a des conditions plus favorables. Une femme qui serait plus mince va plus sentir son bébé tôt, les mouvements de son bébé, contrairement à une femme qui a déjà un surplus de poids, parce que la masse adipeuse absorbe un peu, dans le fond, un punching bag, absorbe un petit peu. Donc, c'est ça. Mais les premiers mouvements du bébé, donc ça va être plus aux alentours de 16 semaines. Les femmes décrivent ça comme si on tenait un petit oiseau dans notre main puis qu'il essayait de bouger ses ailes. C'est un petit papillonnement. Ou il y en a qui vont dire ça ressemble à des petites bulles que j'ai dans le ventre. Ça ressemble à des petits gaz, mais c'est dans l'utérus, là, c'est pas des intestins. Là. Donc cette sensation-là, ça va être ça. Plus on avance en grossesse, plus ça devient clair que c'est pas des bulles, c'est pas des gaz, c'est vraiment des petits coups de poing, des petits coups de pied que l'enfant, parce qu'il bouge. Dans les périodes où il bouge, ben, il tapoche un petit peu, hein? Donc, on a les mouvements, sensation de mouvement, qui va être perçue. C'est très rassurant pour la mère aussi, de sentir que le bébé va bien. Et souvent, il va bouger plus le soir que le jour, parce que le jour, on le berce toute la journée. Que le soir, ben, il pioche. Le 5e mois réagit à des bruits forts qui viennent de l'extérieur. L'enfant entend dans l'utérus, qu'est-ce qu'il entend? Ben, il entend la digestion de sa mère, les bruits qui sont associés à la digestion, il entend la voix de sa mère de l'intérieur, oui, mais de l'extérieur aussi, parce que la mère, quand elle parle à l'extérieur, il y a quand même le bruit projeté, mais les tissus absorbent aussi ce son-là. Donc, il l'entend vraiment en full audio, ce bébé-là, je sais pas comment dire ça, là. Mais la voix de sa mère, c'est la voix la plus familière, qu'il va reconnaître bien sûr à sa naissance. Il l'entend tout le temps, c'est elle qui est là, puis qui parle tout le temps. Donc, c'est ça, il entend le rythme cardiaque, il entend le flux sanguin. Ça va être des choses qu'il va entendre. Mais de l'extérieur, il peut entendre des bruits forts, et même écouter de la musique, entendre de la musique. Les écouteurs mis sur la bédaine, là, c'est pas juste une blague. C'est faisable. Ben oui. Le bébé, il est là. Pourquoi pas y faire jouer de la musique? Bien sûr, il va l'entendre avec, il faut que ça traverse ta peau, il faut que ça traverse l'utérus, et il faut que ça traverse le liquide amniotique. C'est probablement un peu comme si tu avais la tête dans le bain, complètement, puis quelqu'un te parlait. Ça doit sonner un peu... Mais ça vaut la peine. On suggère ça aux femmes, même. Les femmes qui aiment se détendre avec la musique, ben, faites jouer de la musique, c'est votre bédaine. L'enfant va reconnaître cette mélodie-là. C'est fou, hein? Donc, c'est ça. Il entend. Il peut même faire des sauts quand il y a des bruits forts. Expérience vécue. J'étais au restaurant et j'étais enceinte de mon premier bébé. Et j'étais rendue à 6 mois de grossesse. Et pendant que j'étais au restaurant, il y a une serveuse qui est partie avec un plateau plein de vaisselle. Et puis là, je l'ai vue s'enfarger dans une petite marche dans le corridor d'un accès aux tables.
Aïe, moi, j'ai vu, je dis, oh mon Dieu, ça va faire beding, beding, bedang. Donc, quand tout est tombé, j'ai pas fait le saut, je l'ai vu faire. Mais, j'avais pas prévenu mon fœtus qui, il pouvait pas voir qu'est-ce qui se passait. Et c'était vraiment très cocasse, amusant. Et Maud, mon bébé Maud, qui était dans mon ventre, elle s'est mise à piocher, parce qu'elle a entendu ce bruit-là, puis peut-être qu'elle était en train de dormir, puis ça l'a réveillée. C'est incroyable. Là, tu fais comme, ah ben, je suis partie à rire. J'ai dit à la dame, je ris pas de vous. J'ai dit, tu as fait bouger mon bébé, c'est tout, là. Donc oui, il entend. Il entend ce qui se passe à l'extérieur. Il peut sucer son pouce, puis cette habitude-là va perdurer même après la naissance. C'est qu'à un moment donné, il gigote, il gigote, il gigote, puis il met sa petite main dans sa bouche, puis il se met à téter son pouce. Ça lui offre un certain réconfort, un certain bien-être et des sensations cutanées, hein, le petit. Il peut avoir le hoquet. Ça, je trouve ça plus triste. Parce qu'il avale de l'eau, ben, le liquide amniotique, il l'avale. Et puis aussi, il urine. Il urine où? Il urine dans le liquide amniotique. Ah, il boit son pipi. Non. Tout est filtré, je vous l'ai dit, tout est filtré par notre autoroute à 2 voies. Le cordon envoie ça dans le placenta. Le placenta envoie les déchets out. Donc, le liquide amniotique, il est renouvelé régulièrement. Alors, l'enfant avale, puis oui, il urine, ça fait fonctionner ses reins. Très bonne nouvelle aussi. Mais des fois, ça arrive qu'il prend une petite gorgée de trop, puis là, il pogne là. Alors, la bédaine te saute. Ça, je trouve ça plus triste parce qu'on y peut rien. Tu fais comme, t'es trop frotté à la bédaine, ça va aller, tu sais, ton hockey va passer. Tu peux pas souffler dans un sac de papier, là. Mais c'est quelque chose qui est comique. Puis quand, après ça, le bébé est au monde, puis il est dans nos bras, puis qu'il pogne un hockey, là, ça fait un petit pincement au cœur. En fait, c'est bien lui, il a le hockey. Ah là là, que de souvenirs. Bon, je vais lâcher ma nostalgie. Voix, il voit aussi. Qu'est-ce qu'il voit? Il fait noir là-dedans. Oui, je suis d'accord, il fait noir là-dedans. Mais si je prends une lampe de poche, puis je projette cette lumière-là directement sur ma bédaine, il va voir des ondes lumineuses. Oui, il va voir, c'est ça, une vague de lumière. Mais il faut qu'on envoie la lumière au niveau de sa tête, puis que ça arrive dans ses yeux, parce que même si tu envoies ta lampe de poche sur le popotin de ton bébé, là, un cul, ça voit pas de lumière. Hum? Donc oui, on peut le faire réagir à ce moment-là avec la lumière. Quand on apprend à connaître notre bébé de cette façon-là, à tisser des liens. Hein? Bon, okay. Où en étais-je? Rêve. Le bébé, il y a des cycles de sommeil. Il passe beaucoup de temps en sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est la période où est-ce qu'on rêve. Comment on le voit? Ben, on voit le mouvement de ses yeux, okay, qui sont des mouvements rapides. On appelle ça le rapid eye movement. Là, on sait qu'il est en train de rêver. On le voit comment? Quand on va passer, par exemple, une fétoscopie, on peut voir ça. À l'échographie, j'aurais peine à croire que même si c'était en direct, on verrait vraiment le rapid eye movement. Mais il rêve. Le bébé, il a déjà commencé à rêver parce qu'il intègre de l'information qui vient de l'extérieur. Tu viens de le stimuler avec plein d'affaires, avec ta musique puis ta lumière, là. C'est sûr que quand il dort, il rêve à ça. Il rêve à quoi? C'est quoi les rêves? Qu'est-ce qu'un fœtus peut rêver? Est-ce que je vous surprends si je vous dis que ce sont des rêves de fœtus? Non. Ça rêve à des gargouillis, ça rêve à des bruits, ça rêve à des sensations. Ben oui. Imaginez des jumeaux. Les jumeaux, là, ben, qui commencent à bouger. Et des fois, ils se donnent des petits coups de coude, des petits coups de poing, là. Mais quand ils sont endormis, probablement qu'ils rêvent. Ils sont en train de faire leur petite place, de chamailler avec leurs jumeaux, peut-être. Ou de leur faire un gros câlin. Je sais pas. Mais c'est des rêves de fœtus. La phase fétale, maintenant. 7e mois, 8e mois, 9e mois, jusqu'à la naissance. Regardez l'image en haut. Bon, on voit que c'est un petit garçon, hein? Quand même. Vous imaginez dans quel espace il est? Comment est-ce qu'il est coincé, ce petit? Oui, il est tout tassé, tout écrapoute sur lui-même. Il n'y a plus beaucoup de place. Donc, quand le bébé bouge à ce moment-là, vous le sentez très bien. Votre bédaine, la bédaine de votre conjointe, va se tordre littéralement avec les mouvements du bébé. On dit que au 7e mois, si l'enfant venait au monde à ce moment-là, il pourrait survivre. Il serait prématuré, bien sûr, ce serait un enfant prématuré. Donc, on dit 23 semaines, les séquelles sont vraiment importantes. Moi, je dirais
26, 23, là, ce serait une loterie qui n'ait pas de séquelles suite à une naissance prématurée. À partir du 8e mois, là, l'enfant, dans le fond, il ne fait que prendre du poids. Il grossit, il grossit, il grossit. Il s'enveloppe, il se prépare. Il se prépare à l'arrivée dans le monde terrestre avec des réserves d'eau et de graisse. Le ventre de la mère est de plus en plus gros et de plus en plus encombrant, ce qui fait que le sommeil est plus difficile pour la femme enceinte. Ça n'est quasiment comique parce que, expérience personnelle, quand tu te couches le soir, puis tu te mets plein d'oreillers pour soutenir ta bédaine, te placer ça entre les jambes pour soutenir tes genoux, pour pas que ça cote genou contre genou, t'es toute placée, tu fais comme ah là je vais bien dormir, ça va être bien. Ça peut prendre même pas une minute, tu fais comme ah non, finalement je serais mieux sur l'autre côté. Alors on recommence. Sur le dos, c'est très inconfortable. Le poids de la bédaine sur nous, sur nos organes, est très inconfortable. Donc, la plupart du temps, on dort sur le côté. Mais on peut passer d'un côté à l'autre. Puis, ça gigote durant la nuit. Les bébés, ils gigotent durant la nuit. Plus que durant le jour. Pourquoi? Eh bien, toute la journée, tu t'es promené avec ta bédaine. Puis, on faisait valser le bébé à gauche, à droite avec nous. On passe l'aspirateur, doux, doux, doux. Lui, ça l'endort, tout ça. Ben là, quand il a dormi tout son sou, toi, t'es prêt à te coucher, t'es prête à te coucher. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te couches, tu te déposes, et puis là, pouf, ça y est. La petite danse du fœtus commence. Béding, béding, béding. Mais plus souvent qu'autrement, la femme, à la fin de sa journée, est tellement fatiguée que, quand même ça pioche, elle s'endort pareil. Souvent, c'est le partenaire qui est à côté, qui voit cette bédaine-là bouger, qui se dit « Comment qu'elle fait pour dormir? » Ça peut prendre vraiment des formes assez impressionnantes, cette bédaine-là. Donc, oui, est encombrant, difficulté d'aller manger dans des restaurants où il y a des banquettes. On y pense pas toujours, on arrive pour s'asseoir, ça passe pas. C'est parce que on est fatigué rendu à la phase fœtale, là, autant que le trimestre précédent, on avait de l'énergie, on se sentait bien, épanoui. Là, c'est comme, hey, j'ai hâte que ça finisse. Bon, des choses qu'on n'est plus capable de faire trop tôt, des mouvements plus difficiles, comme attacher ses chaussures. Tu te rends plus. Pourquoi? Ben, t'as une grosse bidaine entre toi et tes pieds. Les pieds peuvent même devenir très enflés. Tu fais comme, hey, mes souliers me font même plus. Qu'est-ce que je veux faire? Au secours. Les vêtements, ça fait déjà un bout de temps qu'on a adapté notre garde-robe à notre bédaine, là. Puis t'es tanné de porter toujours les mêmes vêtements. Tu dis, je vais pas en acheter d'autres, anyway, parce que c'est mes vêtements de bédaine. Grande fatigue physique. Ça prend de l'énergie. Il y a un produit en construction qui était le produit d'une conception. On est en chantier. Vraiment, vraiment. Alors, c'est pas étonnant que la femme enceinte, elle est souvent très, très fatiguée. On lâche pas, ça achève, là. Mais ça achève jusqu'à la naissance. Là. Si t'en as d'autres, tu vas reprendre encore ce beat-là, là. La petite photo, en bas à droite. Ah, ça aussi qu'il y a de souvenirs. À la fin de la grossesse, notre bedon, il est c'est pesant, c'est pesant. On a des douleurs lombaires, les ligaments ronds qui sont attachés après l'utérus pour le soutenir et ils sont fatigués. Alors, quoi de mieux que d'aller à la piscine et de se faire porter par l'eau? On resterait toujours dans la piscine. Si l'eau est chaude, hein? Parce qu'une piscine à l'eau frette, c'est peut-être pas si le fun que ça, là. Mais oui, une belle activité. D'ailleurs, tout le temps de la grossesse, on suggère aux femmes de faire des cours d'aquaforme. Aquaforme pour garder la forme aussi, pour bouger. Et en plus, bouger dans l'eau, l'eau supporte notre grosse bidaine. Et puis, on est en groupe de femmes qui vivons la même chose. C'est le fun. Ouais, c'est le fun. C'est relaxant, l'eau. On flotte.
On flotte. Quand tu sors de la piscine, là, tu fais comme, ouh, c'est vrai qu'il est pesant, le bébé. Ben, au moins, tu t'es détendu pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Vas-y plus souvent dans la semaine. C'est tout. Prends soin de toi. Prends soin de vous. OK, les gars, dans le cours, vous trouvez que je me préoccupe pas assez de vous? Que je parle toujours de nous, la femme enceinte? Vas-y à la piscine avec ta conjointe. T'as le droit aussi d'y aller. Et même, ce qui est vraiment plaisant pour la femme qui est enceinte, c'est que son ou sa partenaire, je dis toujours son ou sa, se place derrière et lui soulève la bédaine. Portez ça. Déjà, vous allez pouvoir voir à quel point c'est pesant, mais ça l'allège tellement. Fait que quelques petites minutes de même, là, tiens la bédaine, que je ressente mon corps comme avant. C'est à peu près ça, là. Et oui, messieurs de la classe, vous avez un beau rôle à jouer pour maintenir en forme votre conjointe. Allez prendre des marches ensemble. Ne la laisse pas toute seule dans le coin à bouffer des chips. Il faut qu'elle bouge. C'est très important de bouger durant la grossesse pour justement favoriser une bonne circulation sanguine. C'est bon pour la santé mentale aussi, d'aller prendre de belles marches. Si la femme choisit d'y aller seule, c'est ça, mais c'est une occasion aussi de discuter en couple. Là, puis je me projette comme dans mon passé, ça fait bizarre, hein, mais... En tout cas, tout ça pour vous dire là, que oui, c'est sûr que là, dans cette période-là, je dis toujours toi, madame, mais monsieur, tu vas le vivre indirectement, mais tu vas comprendre ce que vit la femme avec qui tu prévois avoir un magnifique bébé. Wow. Un petit tableau que je suis allée chercher dans un autre volume qui s'appelle Les âges de la vie, vous le voyez. D'ailleurs, ce tableau-là, vous pourriez vous le consulter plus facilement si vous l'imprimiez en gros, parce qu'il est écrit tout petit, mais je vais quand même vous expliquer ce qu'on arrive à voir dessus. C'est les 3 trimestres de la grossesse, mais du point de vue de comment la femme le vit. Qu'est-ce qui sont les événements déterminants, les malaises courants qu'elle peut vivre, les soins dont elle a besoin, et quand il y a des problèmes sérieux. Je vais passer plus vite pour les problèmes sérieux, on ne se fera pas capoter. Alors, je reprends encore mon discours en fonction que tu es une femme enceinte. Fatiguée. Une femme enceinte. Et toi, ben, monsieur, tu accompagnes une femme enceinte. Alors, premier trimestre, bien sûr, la conception jusqu'à 12 semaines. Absence de menstruation, c'est ce qu'on souhaite. Remarquez qu'il y a des femmes qui ont encore des légers saignements. Ils pensent parfois que c'est des menstruations, qui peuvent faire en sorte qu'elles ont un déni de grossesse. Oui, ça peut arriver. Donc, il y a ça. Ça, c'est tous les trucs qui se passent. Les malaises courants qu'on a au début de grossesse, les 3 premiers mois, c'est les maux de cœur. Toutes les femmes n'ont pas nécessairement des maux de cœur, mais c'est très fréquent. Et c'est des maux de cœur qui arrivent le matin. Il y en a que ça va arriver le soir. Ça peut passer rapidement. Il s'agit que, bon, elle est allée dégueuler. Dégueuler, elle n'avait rien dans l'estomac, elle est allée dégueuler le matin, puis après ça, elle a un appétit d'ogre. Alors, c'est associé aux modifications hormonales et ça peut provoquer ça. Il y a des médicaments maintenant qui sont très sécuritaires pour le fœtus, pour l'embryon et le fœtus, qui n'auront pas l'effet de la fameuse thalidomide qu'on peut prescrire aux femmes enceintes parce qu'il y en a ils vomissent tellement qu'ils se déshydratent. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas qu'ils soient dénutris et déshydratés. Alors oui. Donc, on a les nausées, besoin fréquent d'uriner, tout le temps envie de pipi. Les seins douloureux, ben, ils se préparent à servir à nourrir l'enfant. Insomnie, de la fatigue. Les 3 premiers mois, là, c'est une fatigue vraiment très spéciale. À 8 heures le soir, c'est fini, elle capote, elle s'endort, poup, ou elle s'endort partout. Ça démontre qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer. Bon, là, on a les soins prénatales, ben, faire confirmer si c'est vraiment qu'on est enceinte ou pas. Et prendre un suivi médical pour la suite, pour tout le parcours de la grossesse jusqu'à la naissance. Les problèmes
les plus sérieux qui peuvent arriver, ben c'est la grossesse ectopique, la grossesse dans la trompe. Je crois que j'en avais déjà parlé, qui peut entraîner l'éclatement de la trompe. C'est très dangereux. Alors, aussi des résultats anormaux de tests prénatal, ça peut être le cas aussi. Euh, la mère peut avoir, la future mère, peut avoir ce qu'on appelle une mole hydratiforme, qui est un mauvais produit de conception. Ça ne se développera jamais en enfant, mais ça devient une masse, un peu comme une grosse grappe de raisin, qui va s'installer dans l'utérus. Mais c'est très dangereux parce que c'est des cellules, c'est un peu comme des cellules cancéreuses, des cellules folles qui peuvent prendre le réseau sanguin, puis éventuellement causer des problèmes et même la mort. Alors, on fait diagnostiquer qu'est-ce qu'on a. Il faut que, quand on va voir notre médecin, à un moment donné, il est rendu vers 9 semaines, 9 à 11 semaines, on va écouter le cœur fœtal. S'il n'y a pas de cœur fœtal, on va tout de suite aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, en prévention. Bon, problème de malnutrition, des saignements qui peuvent amener un avortement spontané. Avortement spontané, c'est la fameuse fausse couche. Donc, ça, c'est le risque du premier trimestre. Deuxième trimestre, ben là, il y a une prise de poids plus importante. Puis là, la bédaine commence à paraître, et puis on commence à sentir le bébé bouger. Et on a faim. On mange beaucoup. Il faut manger à sa faim. On dit non, faut pas qu'elle prenne trop de poids. Autrefois, c'est ce qu'on disait, hein. Ah, le bébé pèse ses livres. Il faudrait que la mère ne prenne pas plus que ses livres. Hey, oublie ça, là. Il y a, dans les tissus, il y a de l'eau. Le volume sanguin va doubler durant la grossesse. Le placenta, ça pèse quelque chose. Il n'y a pas juste le bébé. Le liquide amniotique, ça pèse quelque chose. Donc, suivez votre appétit. Surtout, bien s'alimenter. C'est la chose qui va dans ce sens-là. On dit appétit accru. Les problématiques qui peuvent arriver, les malaises courants au cours du deuxième trimestre, mirdouille. On a encore nos envies de pipi souvent. Puis même, on peut éternuer. Puis vu que l'utérus pèse sur notre vessie, pichou, petit dégât de pipi. Faut en rire, hein? Faut en rire. Si ça vous inquiète trop, mettez-vous une serviette sanitaire pour absorber les quelques gouttes de pipi. T'auras pas toute ta vessie va se vider au complet, là, à moins que t'aies vraiment crampé de rire. Les varices, ça, ce sont les vaisseaux, on sait que le volume sanguin augmente, donc les vaisseaux viennent beaucoup plus gros, ils se remplissent de sang, puis souvent de façon héréditaire. Il y a des femmes qui vont être plus prédisposées à faire des varices, et ça peut être très inconfortable. Okay, on va voir ces veines-là grossissent et donnent des douleurs aux jambes. Ce qu'on conseille, mets-toi les pattes dans les airs le plus possible, marcher c'est très bon, gardez actif. Et quand on est vraiment fatigué des jambes, envoyez les pattes des airs. Donc, on continue les suivis médicaux et c'est durant le deuxième trimestre qu'on va avoir la première échographie pour évaluer la croissance fœtale. Comment ils font ça? Ils vont mesurer avec l'échographie. Bon, on sait que c'est des ondes sonores qui répercutent sur le fœtus. Et puis, ça permet d'avoir une image qu'on peut avoir même maintenant en 3D. Ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe et on va prendre des mesures. Les mesures, par exemple, du fémur, parce que là, tu as des os, hein, c'est la période fœtale. Mesurer, est-ce que cette longueur-là correspond à l'âge gestationnel? Si tout est beau, on y va. S'il présente des retards de croissance, là, les médecins vont investiguer qu'est-ce qui peut bien se passer, qui peut avoir cet effet-là. On veut aussi voir quelle est la position du placenta. Le placenta qui serait prévia, en bas de l'utérus, lui est à surveiller. Parce qu'au moment de la naissance, il ne faut pas que le placenta sorte avant le bébé. Hein? Alors, ça peut nécessiter éventuellement une césarienne planifiée, si on veut. Parce que non, on ne laissera pas sortir le placenta avant le bébé. Le bébé va manquer d'oxygène, ça ira vraiment pas bien. Alors, on va vérifier tout ça. Les autres problèmes, ce qu'on appelle les diabètes gestationnels. Les prises de sang vont révéler si c'est une problématique à ce niveau-là. Et puis, il peut encore y avoir des fausses couches. Mais on dit que quand tu es rendu à 20 semaines, là, ça serait plus une naissance prématurée qui va éventuellement amener au décès du fœtus. Bon, quand on parle pas de ça, là, plus tard. Troisième trimestre, là, la prise de poids continue. Là, tu commences à te trouver pas mal toutoune. Il y a même des femmes qui vont avoir des écoulements mammaires. Il va y avoir un peu de lait qui va sortir au niveau des mamelons. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. La machine à lait est prête. Je suis pas fine de dire ça, mais c'est ça. Oui, c'est prêt.
Bon, édème, ça c'est de l'enflure. Au niveau des jambes, oui, tu peux avoir les jambes vraiment très enflées. Avoir des problèmes de digestion parce que ton estomac, là, bébé, il pèse sur l'utérus, mais il comprime aussi ton estomac. T'as faim, mais les quantités de nourriture que tu manges sont comme. C'est écrapou. Tu files pas bien. Hémorroïdes. Oh non, qu'est-ce que c'est? Ce sont des veines qui sont autour de l'anus. Encore là, c'est à cause que ton volume sanguin il a augmenté. Mais ne t'en fais pas. Je vais dire, ça va être pire. Au moment de l'accouchement, il y a bien des femmes qui, au moment de la poussée, les hémorroïdes vont sortir. Ils sortent pas, ils s'en vont pas. Ils vont rester. C'est des veines. Okay. Il se peut qu'éventuellement, tu aies besoin d'avoir des interventions pour désengorger ces merveilleuses veines-là. Eh bien, ça fait partie de la game. T'as un bébé en construction, t'as sacrifié ton corps, tout ça se répare. Okay. Insomnie, baisse du désir sexuel. Le deuxième trimestre, là, il y a beaucoup de femmes qui soulignent que c'est le contraire. Elles ont une augmentation du désir sexuel parce que, premièrement, elles n'ont pas peur de tomber enceinte, elles sont déjà enceintes. Elles ont un pic d'énergie. Le premier trimestre, ils sont fatigués, il y a un petit pic d'énergie, l'énergie est revenue. Et puis, il y a une certaine acceptation d'où elle est rendue dans son corps. Puis il y a des femmes qui disent, oui, elles trouvent ça vraiment agréable. Mais les positions sexuelles, c'est beaucoup plus difficile, surtout le troisième trimestre. T'en as peut-être moins envie aussi parce que t'es beaucoup fatigué, puis assez limité, hein? Tu te couches pas sur le dos puis tu demandes à chérie de faire le tour de la bédaine. Il faut s'arranger autrement, il faut négocier, il faut discuter de comment ça va se passer dans notre sexualité, il ne faut pas s'abandonner. Des bouffées de chaleur qui peuvent arriver, la fatigue, les maux de dos, crampes au niveau des jambes, peut même avoir des crampes au niveau des aines. Les aines, c'est au niveau l'intercuisse que je vous dirais, là. On peut avoir des sensations aussi au niveau du bassin, des douleurs au niveau du bassin à cause de la fameuse relaxine qui, elle, prépare à détendre les os du bassin pour le passage du bébé. Autre problématique, les fameuses vergetures. Qu'est-ce que c'est que des vergetures? Ben, c'est ta peau qui craque. Elle craque parce qu'elle est étirée très, très rapidement. Hein. C'est les derniers mois, ton corps, il avait comme pas réfléchi que ça pouvait arriver rapidement de même. Mais il y en a que, là, génétiquement, ils ont une peau plus fragile. Et puis, s'ils prennent beaucoup de poids en plus, eh bien, les tissus vont s'étirer. Puis, ça fait des belles petites lignes roses au début. Et après la naissance de l'enfant, les mois qui suivent, ces lignes roses-là vont disparaître et vont devenir plus transparentes, plus blanches. Mais il reste que tu vois que c'est un tissu qui a comme craqué. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait des vergetures sans avoir eu de bébé quand il y a une prise de poids rapide, ou même des gens qui ont fait du conditionnement physique, qui ont développé des muscles vraiment beaucoup, rapidement. Ça peut faire des vergetures, ces espèces de petites craques de peau-là. Le muscle s'est développé vite, la peau n'a pas suivi. Crémer, ça peut pas faire de tort, mais crémer la bédaine, ça changera pas le fait que si tu étais dû pour avoir des vergetures, tu vas l'avoir. Et qu'est-ce qui se passe après la naissance avec cette peau-là? Ben, elle va être plus flasque. Et ça fait partie du trophée du bébé. Voilà. Donc, on continue au suivi médicaux, troisième trimestre. Et puis, vérifier aussi s'il n'y a pas de travail prématuré. Ça peut arriver, le troisième trimestre. Différentes infections. On a besoin d'un suivi plus étroit à la fin de la grossesse pour être sûr que tout va bien. Les rendez-vous avec le médecin peuvent être aux semaines. Avant ça, c'était au mois, là, mais rendu à partir du 8e mois, surtout si on pense qu'il y a des facteurs de risque associés à des grossesses précédentes, ils vont vous suivre vraiment plus proche pour que tout aille bien. Puis s'il y a quelque chose qui va pas bien, on intervient tout de suite pour avoir le plus beau bébé du monde. Un autre petit tableau que j'ai emprunté ailleurs qui nous parle du développement du petit à naître, de la fécondation jusqu'à la période fœtale et la naissance. Fait qu'on a toutes nos semaines sont là. On a le stade germinal, on a le zygote et le blastocyste. Ensuite, on a la période embryonnaire. Ensuite, on a la période fœtale. J'attire votre attention sur une période particulière. En fait, il est écrit semaine 6. Ce qu'on sait, c'est qu'entre la 5e et la 6e semaine de gestation, c'est là que la différenciation sexuelle va se faire. On dit que tous les embryons, à cette période-là, sont anatomiquement de sexe féminin.
tout le monde est pareil. Là, la différenciation va se faire à partir de cette semaine-là. S'il y a chromosome X dans le bagage génétique de l'embryon, eh bien, il y a des hormones qui vont être produites pour amener le développement des testicules chez l'embryon. Et la suite, pénis et tout le tralala. C'est une période déterminante. Quand les enfants ont des anomalies au niveau de leurs organes génitaux, les intersexuels, entre autres, c'est cette période-là où est-ce qu'il y a eu un petit dérapage. Pourquoi? Des fois, on a la raison, des fois, non. Il y a certaines substances qu'on prenait autrefois pour provoquer des accouchements, le DES, qu'on prenait pour... pas des accouchements, des avortements, pardon. Et cette substance-là, elle entraînait ces malformations-là au niveau des organes génitaux parce que le bébé, ça ne causait pas un avortement. Pas toujours, en tout cas. Si c'était pris à cette période-là, il est déjà trop tard. Et puis, ça interférait avec le développement des organes génitaux. C'est quand même bon. Aujourd'hui, on sait qu'est-ce que c'est. Quand on veut procéder à des interruptions de grossesse, eh bien, on va voir les personnes qui sont compétentes pour choisir la bonne technique pour ne pas poursuivre une grossesse dans laquelle il y aurait eu des anomalies de cet ordre-là. Hein? Je ne sais pas si c'est assez clair, là. Donc, c'est ça, là, toutes les semaines. Quand est-ce que le bébé, on ressent les mouvements, il a marqué 16 semaines. Les organes internes, le système nerveux, il est rendu où? Donc, c'est ça. C'est comment ça va avec le petit peu prout qui va venir au monde bientôt. Je vais vous parler maintenant de quelque chose de particulier qui est ce qu'on appelle l'avortement spontané. Quand on entend le mot avortement, on pense toujours que c'est un acte délibéré qui a été posé pour interrompre une grossesse. L'avortement spontané, ce que ça dit, c'est que tu n'as rien fait et la grossesse s'est interrompue dans le premier trimestre. On appelle ça une fausse couche. Communément, fausse couche. Ça arrive moins de 20 semaines de grossesse. Donc, 18 semaines d'âge gestationnel. Le 3/4 des fausses couches va se produire durant le premier trimestre, effectivement. Mais il y en a qui ça va être un petit peu plus tard. Quand on dit 20 semaines, on a dépassé le premier trimestre. C'est le premier 3 mois. 3 x 4, 12. Hein? Donc, 20 semaines, c'est la date limite. À partir de 20 semaines, quand il se présente cet avortement spontané-là, là, on va parler d'une naissance prématurée, suivie habituellement d'un décès. Okay? 3/4 se produisent dans le premier trimestre. On dit même que 31% de toutes les grossesses vont se terminer par un avortement spontané. Puis 60% de celles-là, il n'y aura même pas eu implantation. Fait que, do not panic. Parfois, il y a certaines femmes qui veulent avoir un enfant, puis là, comme on dit l'expression, on s'essaye. Bon, elle est menstruée. Il se peut qu'à chaque menstruation, il y ait eu fécondation, mais qu'il n'y ait pas eu implantation. Ça serait catégorisé dans les fausses couches. Mais tu n'as rien vu parce que c'est tombé dans ton cycle habituel où ils avaient un léger retard. Il peut avoir un retard d'une semaine ou de 2 semaines, et puis, pouf, polaï, c'est parti. Si elle n'a pas fait de test de grossesse, elle n'est pas au courant qu'elle était enceinte et que c'était une fausse couche. À quoi est due une fausse couche? On ne sait pas toujours à quoi c'est dû, mais dans plusieurs cas, c'est dû à des mauvais produits de conception. Des aberrations chromosomiques trop importantes. Le futur bébé, qui n'est pas un bébé, cette conception-là n'est pas viable. On a parlé de types de trisomie. Les trisomies sont viables, mais il y a d'autres types de trisomie qui touchent d'autres chromosomes et qui ne feront jamais un bébé. Alors, ne pleurez pas sur ce produit-là qui n'aurait pas fait un enfant normal anyway. Puis on voit qu'il y en a quand même plusieurs. Tout le monde, c'est pas du premier coup que nous avons un bébé parfait. Alors, je tenais à préciser ça pour pas pleurer toutes les larmes de votre corps, parce que là, tu viens d'arrêter la pilule, et puis là, tu veux être enceinte, et puis là, tout de suite, t'as une menstruation de 2 semaines de retard. Oh, c'est juste une fausse couche. C'est juste ça. Mais je peux pas non plus banaliser la fausse couche pour des personnes, des couples ou des femmes qui ont systématiquement des fausses couches parce qu'il y a un problème physiologique qui se retrouve au niveau du col
qui est trop lâche et qui fait que le fœtus, parce qu'il peut être rendu d'âge fœtal, là, le fœtus passe, c'est ça, c'est pas retenu, on va cercler le col, pas cercler le col à ce moment-là, mais il y a des dispositifs qu'on met pour empêcher que le bébé passe, je vais dire, mais passe tout droit, ok? Bon, alors, 31% de toutes les grossesses, 60% avant l'implantation. On dit que le fœtus est à l'abri de presque tous les chocs. Il y a des gens qui disent « Hop, elle est tombée sur le derrière, puis c'est pour ça qu'elle a une fausse couche. » Non, c'est le fœtus sur la paroi utérine, quand il est implanté, il est extrêmement difficile à décrocher. Avez-vous déjà essayé de décrocher une pomme mûre sur un arbre? Tu penches la branche. Ben, c'est à peu près ça. Donc, ça va prendre quelque chose de vraiment majeur. Oui, on va demander aux femmes d'éviter de faire des sports dans lesquels il y a des secousses. L'équitation, par exemple. L'équitation, le trot, parce que au pas, les allures, au pas, au galop, c'est pas la même chose, mais le trot, ça va. Faire de la course à pied. C'est correct de faire de la course à pied. Si t'en faisais avant, ton corps, il est préparé à ça. Il est déjà comme entraîné. Ton utérus, il a déjà été shaké, mais commence pas à faire du jogging quand t'es enceinte, là. Fais attention un petit peu. C'est un petit peu ça que je veux te dire. Les signes avant-coureurs d'une fausse couche, nous avons des saignements intermittents. Mais ça, c'est pas nécessairement une fausse couche qui arrive. Hein? Il y a parfois des femmes, une fois qu'elles sont enceintes, il y a des légers saignements qui se font au niveau du col, et puis des petites gougouttes là, qui tombent, des gouttes de sang, qui sont liées à l'implantation, puis au développement. Si vous êtes inquiète, allez vérifier auprès de votre médecin qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais quand il y a des saignements et des douleurs intermittentes lombaires, des maux de dos, je vous parlais des ligaments, là, les ligaments qui sont attachés, entre autres nos ligaments ronds, qui permettent de soutenir l'utérus dans un certain axe. Ces douleurs intermittentes-là lombaires et des crampes abdominales, là, il y a des bonnes chances que ça soit le début d'une fausse couche. Et une fausse couche, on ne peut pas arrêter ça. Il n'y a rien à faire. Quand elle est partie, c'est mieux que tout parte, puis de s'assurer justement qu'effectivement tout a été, tout l'utérus, ce qu'il y avait, le produit de conception, ainsi que les organes protecteurs, tout OK, ça soit parti, bien nettoyé. Parfois, il faut faire des curetages dans les cas d'avortement qui arrivent beaucoup plus tard, avortement spontané qui arrive beaucoup plus tard, pour vraiment nettoyer la muqueuse utérine, pour se préparer à la prochaine grossesse. On repart à zéro. Je sais pas si... Ça fait bizarre de vous parler comme ça, je vous ai pas dans la face, là, mais on repart à zéro. L'important, c'est que la prochaine grossesse, on soit au fait de peut-être une fragilité qu'on peut avoir par rapport à ça. On a informé notre médecin qu'on a déjà eu des fausses couches. Puis même, si on s'en est pas rendu compte, ben c'est parce que c'était justement un mauvais produit de conception. On recommence. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais il y a certaines femmes qui vont prendre ça très difficile. Quand je vous dis des femmes qui c'est à répétition, à chaque fois qu'elles sont enceintes, tu dis toujours, ah, ben, est-ce que ça va encore arriver? Après 4 fausses couches, des fausses couches parfois où est-ce que la personne s'est rendue jusqu'au 3e mois de gestation, c'est évident que le moral en prend une tabarouette de claque. Parfois, les médecins vont suggérer de faire une grossesse alitée. Tu restes au lit tout le temps, tu bouges pas aucune... Tu te places pas en position debout le moins possible pour s'assurer que tout se déroule bien. Personnellement, je connais personne qui a eu à cette période-là. Je connais une femme qui avait, elle, c'était des jumelles. Elle était enceinte de jumelles et c'était des enfants qui avaient été fécondés in vitro. Alors, et puis c'est à partir du 5e mois de grossesse que là, ils ont vu qu'il y avait du travail prématuré. Elle avait eu des fausses couches précédemment. C'est pour ça qu'elle avait procédé après ça à des grossesses in vitro pour s'assurer de l'implantation. Mais là, c'est ça. Elle a dû passer le reste de sa grossesse alitée. Et puis, elle a eu une prise de poids phénoménale. Tu bouges plus, hein? Mais elle a eu 2 magnifiques filles, des jumelles non identiques. Oui, qui aujourd'hui sont âgées de 30 ans et qui sont des mamans, elles aussi.
Alors, ça peut être très, très beau, le chemin, même s'il y a eu des avortements spontanés. On va parler maintenant d'un sujet qui est controversé encore aujourd'hui. Parfois, c'est dans certaines cultures ou dans certaines, je pourrais dire, cultures religieuses aussi, l'avortement thérapeutique. Donc, l'avortement qui est pratiqué par un professionnel de la santé pour mettre un terme à une grossesse. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener une femme, un couple, à prendre la décision d'interrompre la grossesse. D'ailleurs, on appelle ça un IVG, interruption volontaire de grossesse. Vous avez ici des raisons. La santé de la mère, la santé du fœtus. L'âge de la mère, un fœtus, pour dire un embryon, qui est le résultat d'un viol. Et une grossesse qui pourrait compromettre l'avenir professionnel de la femme ou du couple. Une situation économique précaire et des relations conjugales problématiques. On voit là-dessus, dans ces descriptions-là, qu'il y en a qui sont sur le plan physique, biologique. Puis il y a des raisons qui sont beaucoup plus psychosociales. Peu importe la raison, l'important, c'est que la décision soit prise par la femme. Je vous ai mis les deux, la polémique entre les pro-vie et les pro-choix. J'ai mis en haut les pro-choix. Avortement, la femme décide. C'est son corps. Elle fait le choix de ne pas donner naissance à un être qu'elle ne pourra pas assumer, qu'elle ne veut pas assumer. Ça peut être une erreur de parcours. Peu importe, elle a décidé, elle met un terme à ça pour poursuivre sa vie sans ce poids-là qui serait la naissance d'un enfant, peut-être même d'un enfant qui est handicapé. Hein? Quand on dit la santé de la mère, la santé du fœtus, là, tu choisis. Les pro-vie, eux autres, l'image, quand même touchante, là, on dit, ça là, c'est ton corps. Mais ça, ce n'est le corps de, ça c'est le corps de quelqu'un d'autre. Cet être humain ne t'appartient pas. Il a le droit d'avoir sa vie, ses rêves. Avorter, c'est tuer un être humain. Je ne veux pas entrer dans la polémique par rapport à ça. Vous pouvez prendre la position que vous voulez par rapport au fait de dire qu'une personne qui avorte, c'est qu'elle tue un individu qui avait un avenir. Mais quand on regarde les raisons pour lesquelles les femmes choisissent de se faire avorter, ce sont de très bonnes raisons. J'aurais par exemple un enfant qui a une maladie héréditaire grave, que son espérance de vie serait limitée. Je pense que j'aurais le choix, puis on peut le détecter. On peut le détecter par la carte génétique qu'on peut faire du bébé avec le liquide amniotique qu'on a prélevé grâce à l'amniosynthèse. Je devrais avoir le droit de dire non, cet enfant-là, il n'y aura pas une belle vie. Donc, je préfère que ça se termine maintenant. L'âge de la mère, vous vous imaginez? Une femme qui se croirait ménopausée à 50 ans, mais qui finalement n'est pas ménopausée et qui devient enceinte. Est-ce que vraiment elle est prête à accueillir dans sa vie un nouveau-né au moment où elle est en train de préparer sa retraite? Au moment où elle aborde peut-être même une nouvelle relation conjugale? Au moment où est-ce que ses enfants aînés sont tous, aînés plus vieux, là, sont tous partis du nid? Pas sûr, moi, que c'est une bonne idée pour l'enfant à naître. J'ai eu des étudiants qui sont dans mes classes, un jeune homme qui, lui, ses parents sont très, 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 très âgés. C'est un jeune homme de 18 ans. Il est content d'être là, hein? Content que sa mère ait poursuivi la grossesse, mais ses parents, ils ont 73 ans. C'est incroyable, hein? 18 ans, 73 ans. Papa et maman sont le père un petit peu plus vieux. Ils disent comme si j'étais avec mes grands-parents. Et ça a affecté beaucoup mon développement social, mon développement affectif. J'étais élevée avec des personnes qui n'ont pas beaucoup d'énergie, puis qui étaient déjà à la retraite. Il n'est pas pour dire j'aurais aimé qu'il se fasse avorter, mais lui, ça l'a changé complètement sa vie. La femme ou le couple a à prendre une décision par rapport à ça, en se disant ça va être quoi l'avenir de cet enfant là et notre avenir à nous par rapport à lui. Donc l'âge de la mère, soit une mère très très jeune. On sait que les risques de problématiques
de grossesse sont pour les mères très jeunes, les mères adolescentes, très, très jeunes adolescentes, et les femmes qui avancent en âge. Donc, je choisis de poursuivre la grossesse. J'ai 50 ans, disons. Je choisis de poursuivre la grossesse, mais mon enfant naît prématurément, avec toutes les problématiques possibles de séquelles liées à la prématurité. Est-ce que je suis prête à assumer ça dans ma décision de poursuivre la grossesse ou non? Compromettre l'avenir professionnel. Vous allez me dire, faut bien qu'elle soit égoïste, elle, pour pas vouloir avoir d'enfants. Il y a des choix de vie, il y a des plans de vie. Et si, effectivement, cette grossesse-là n'était pas désirée et qui fait obstacle à un avenir professionnel prometteur, d'après moi, c'est le choix de la femme. Si elle avait le choix aussi d'avoir une protection, contraception efficace, c'est sûr, oui. Mais parfois, les contraceptifs, ils ne sont pas efficaces à 100% pour X raisons. On ne peut pas mettre le tort sur une femme qui dit « je voulais pas avoir d'enfant, puis je tombe enceinte, j'ai choisi de le garder ou j'ai choisi de me faire avorter ». La responsabilité est aussi du côté de l'homme, quelque part. Situation économique précaire, ça, je trouve que c'est une excellente raison de ne pas mettre au monde un enfant dans des conditions où tu ne peux pas le garder et on va te demander de le placer en adoption. C'est trop atroce. C'est toujours des questions à se poser. J'ai une étudiante il y a plusieurs années. Elle avait fait ce choix-là de l'avortement. Elle a eu des enfants par la suite, mais ses enfants, elle les a eus plus tard. Elle les a eus comme 7-8 ans plus tard. Ce qu'elle trouve difficile, c'est qu'elle repense toujours à l'enfant qui aurait pu naître. Mais elle n'a pas de regret. Elle dit, je n'étais pas prête à vivre ça. Elle est restée avec le même conjoint. C'était des adolescents. Tous les deux étaient adolescents. Quand ils se sont connus, elle est devenue enceinte. Et puis, ils ont pris la décision à deux. Et puis, c'était une décision salutaire. Ils ont poursuivi leurs études. Ils ont des bons emplois tous les deux. Les enfants se sont inscrits dans leur vie de couple au bon moment. Il reste qu'elle dit qu'elle pense quand même quel âge il aurait eu. C'est un petit peu un deuil à faire. Même si, un avortement, qu'est-ce que c'est? C'est penser au zygote. C'est un zygote qui, à un moment donné, devient un embryon, mais l'embryon, il n'est pas vraiment développé. Et c'est parti, là. Quand on voit ça comme ça, il n'y a pas vraiment d'attachement. Mais le psychisme humain a tendance à se bâtir des scénarios tristes aussi, des scénarios d'attachement. Mais quand j'ai discuté avec elle, elle était très consciente que c'était le bon choix à ce moment-là. Parce qu'elle dit, ma vie ne serait pas la vie que j'ai maintenant si l'enfant était né. Et elle dit, je ne sais même pas dans quelles conditions la naissance se serait produite aussi. Il ne faut pas oublier ce petit bout-là. Donc, voilà, relations conjugales problématiques viennent de commencer à se fréquenter et il y a de la violence conjugale. Ça peut être la femme comme ça peut être l'homme. Est-ce que c'est le bon choix de poursuivre une grossesse dans ce cadre-là? Parce que là, t'es pogné à vie, là. Je vous dis, là, moi, j'ai eu des enfants avec des pères différents. Et puis, on est pogné à vie. Des fois, c'est un bon pognage. J'ai un de mes ex-conjoints qui est un homme très, très présent dans ma vie, dans la vie de mes enfants. C'est mon meilleur ami. Puis même présent dans la vie des enfants, de mes enfants qui ne sont pas les siens. Ça, c'est génial. Hein? C'est une relation qui méritait que les enfants soient là, même si on n'est plus ensemble. Mais quand, au départ, c'est une relation toxique, eh bien, il faut penser à avorter. Je crois dans ces cas-là. Il y a un cas, je dis un cas célèbre, c'est plate d'être célèbre pour ça. Chantal Daigle, une fille de l'Abitibi, qui est Ghislain Tremblay, je crois, son ex-conjoint. Elle a choisi de se faire avorter. Elle allait se faire avorter aux États-Unis parce qu'elle était rendue à 24 semaines de grossesse. Monsieur avait pris des recours judiciaires pour l'empêcher d'avorter parce qu'il disait qu'il y avait des droits sur l'enfant. Et cet homme-là est un homme violent, manipulateur, puis elle voulait pas qu'il reste dans sa vie pour toujours. Alors elle est partie se faire avorter. C'est sûr que ça l'a fait comme, mon Dieu, elle n'a pas le droit de faire ça. Elle a obtenu des juges du Québec qu'elle doit poursuivre la grossesse, ou du Canada qu'elle doit poursuivre la grossesse. Elle est allée se faire avorter aux États-Unis parce qu'elle dit non. Plus tard, elle n'est pas allée en prison pour ça, là, mais plus tard, il s'avère que cet homme-là
a été poursuivi par son autre femme pour violence conjugale. C'était un gars dangereux. Un gars dangereux et manipulateur, donc elle a bien fait. Mais vous imaginez la saga pour avoir choisi de dire je ne veux pas être lié avec cet homme-là pour le restant de mes jours. Et l'enfant à naître, il peut hériter des traits de cet homme violent-là aussi. Il n'est pas dans un bon contexte. Moi, ça se dit, moi, je le veux pas. Quand tu veux pas un enfant, est-ce que tu vas t'attacher à un enfant que tu ne veux pas et dont tu connais le père? Il y a ces questions-là à se poser. Alors, d'après moi, c'est le choix de la femme. Et si, idéalement, ça peut être le choix du couple de poursuivre la grossesse ou de mettre un terme à la grossesse, ça va être moins lourd à porter quand ils disent oui. C'est ça qui est le mieux pour nous deux. Il faut s'assurer que c'est le bon choix. Mais jamais se dire, mesdames, messieurs, se dire que cet être-là, qui est peut-être un être à naître, a maintenant une âme. Ça fait bizarre à dire, là, mais qu'on n'a pas le droit de prendre une décision. Ce n'est pas un meurtre. Pour moi, si pour vous c'est ça, c'est pas un meurtre. C'est arrêter un processus de développement qui on ne sait pas comment ça leur aboutit anyway. Quand c'est une fausse couche, est-ce que vous avez arrêté quelque chose? Non. Vous prenez la pilule, madame. Ou vous avez le stérilet. Le stérilet, tout ce qu'il fait, c'est qu'il empêche l'implantation. Donc, ça veut dire qu'à chaque menstruation, vous venez d'avorter. Vous imaginez? Si vous voyez ça sous cet angle-là, ce sont des avortements. Ah, j'ai pas vu ça comme ça. Ouais. Ouais, faut y penser sur cet angle-là. Parce que je ne suis pas là pour faire la morale, mais je vous dis qu'il y a des excellentes raisons pour mettre un terme à la grossesse. Et puis, il ne faut pas juger la personne qui a procédé comme ça. Je ne jugerai pas plus les personnes qui vont poursuivre avec les risques associés à des mauvaises conditions pour avoir un enfant. Voilà. Je vais faire longtemps pour expliquer ça, là, parce que je ne veux pas que vous pensiez que j'ai un parti pris, j'ai juste ma façon de voir les choses, puis ça s'est présenté dans ma vie et je n'ai pas avorté. Effectivement, ça s'est passé dans ma vie, puis j'ai pas avorté parce que je me suis dit que j'avais un travail, mais j'étais dans une condition où je devais me séparer du conjoint. J'ai poursuivi la grossesse et je suis très contente aujourd'hui parce que j'ai pris cette décision-là de façon éclairée. C'est ça. Un jour, vous en parlerez peut-être, là, mais j'étais une adulte qui était déjà bien installée dans la vie. C'est différent, là. Oui, je vous ai parlé de moi et de mon non-avortement. Et parmi les raisons que je vous ai mis là, il y en a qui peuvent vous paraître évidentes. Résultat d'un viol. Une femme qui s'est faite violer, c'est comme acceptable qu'elle ne veuille pas avoir le produit de conception de cet acte de violence. Hein? On s'entend là-dessus? Eh bien, parfois, c'est pas le cas. Cas réel. J'étais à l'université et j'ai rencontré une jeune femme qui était une mère de famille. Elle avait une petite fille de 4 ans. Et puis elle m'a conté, et puis elle ressemble tellement. Sa fille, c'est comme un mini-moi, copie conforme, là. Vraiment, là, une adorable petite fille qui est très heureuse, très épanouie. Cette jeune femme-là, d'ailleurs, elle m'a annoncé très tôt que, bon, elle était en couple avec une autre femme. Donc, il était un couple homosexuel. Et puis, sa petite fille était le résultat d'un viol. Mais pas de sa conjointe, là. Non, c'est qu'elle s'est retrouvée à un moment donné dans une soirée bien arrosée. Et puis, les hommes qui étaient en présence ont voulu lui faire du mal, justement parce qu'ils avaient appris qu'elle était homosexuelle. Alors, et c'est le résultat d'un viol collectif. Sa fille est le résultat d'un viol collectif. En fait, un seul spermatozoïde, finalement, de la gang. Et elle a choisi de poursuivre la grossesse, malgré le fait que c'est associé à un très mauvais souvenir, à un état de stress post-traumatique. Pourquoi elle a fait ce choix-là? Premièrement, elle a appris tard qu'elle était enceinte, bien tard, après 3 mois, après le premier trimestre. Il est encore possible d'avorter après le premier trimestre, mais elle s'est dit qu'elle avait traversé toute cette épreuve-là, de passer par-dessus la peine, la détresse qu'elle a vécue. Elle s'est dit, il va toujours bien sortir du bon de ça. Ça se peut pas que... ça est arrivé dans ma vie
et puis que ça soit pas quelque chose de positif, que ça ne m'apporterait pas une force de vivre. Quand elle a appris qu'elle était enceinte, alors elle a poursuivi la grossesse. Et puis, elle et sa conjointe sont les heureux parents d'une fille qui aujourd'hui a 37 ans. Alors, c'est un cas particulier, mais elle a pris ça comme quelque chose qui l'amenait à aller de l'avant. Est-ce que je peux parler de résilience? Je crois que oui. Dans ce cas-ci, oui. Et puis, le tuteur de résilience, curieusement, c'est sa fille. La RE 486, qui est-ce? Eh bien, c'est un médicament, on l'appelle la pilule abortive. Ce n'est pas la pilule du lendemain. La pilule du lendemain, tu la prends le lendemain. En fait, tu prends plusieurs comprimés qui correspondent à presque un cycle hormonal complet pour provoquer une menstruation. Ça, c'est la pilule du lendemain. Ici, c'est quand on la prend plus tard, qu'on est enceinte. La jeune femme, elle a jusqu'à 70 jours après la conception pour prendre ce médicament-là. Il est autorisé au Canada depuis 2012 et il est très efficace. Très efficace. Ça évite d'avoir recours à un IVG, interruption volontaire de grossesse. La décision est prise. L'avortement, c'est le choix qui prime. On ne voit pas d'autre choix. Anyway, OK? On s'enligne là-dessus. Moins de 9 semaines de grossesse, on va privilégier ce qu'on appelle la pilule abortive. Je vais vous en parler tout à l'heure. Moins de 12 semaines, donc entre 9 et 12, on va procéder par la technique qu'on appelle aspiration-curetage. Donc, la gynécologue ou le gynécologue va gratter l'intérieur de la paroi utérine et avec un appareil spécialisé va aspirer le contenu. Il va gratter vraiment toute la membrane, détacher tout ce qui était du produit de conception. Entre 12 et 24 semaines, là, la grossesse est relativement avancée. Le curetage est beaucoup plus risqué et risque d'échec de curetage, c'est possible, hein? Oui, on fait un curetage. Après ça, on demande à la personne, viens nous voir dans une semaine, on va prendre un prélèvement sanguin, savoir si tes bêta-HCG, qui sont les hormones de grossesse, ont baissé. Puis tu fais, non, ils sont encore là. Ben, il y a bien des chances que c'est parce qu'ils n'ont pas été capables d'enlever tout ou qu'ils n'ont pas été capables de l'enlever du tout. Alors, on souhaite que tout soit correct. On ne veut pas faire 2 curetages pour la même problématique en un espace-temps très court. Mais parfois, c'est le cas. Quand ça dépasse 20 semaines, là, on va provoquer un accouchement parce que le fœtus est rendu trop gros et on va injecter dans le liquide amniotique une substance qui va provoquer le décès du fœtus et provoquer des contractions. Donc, la personne va accoucher d'un enfant mort-né. Plus on attend tard pour procéder à cette intervention-là, plus les risques d'infection ou d'hémorragie sont élevés. Parce que faire un curetage, c'est vraiment gratter l'intérieur de la paroi. Toujours des risques d'infection, même si tous les instruments sont stériles. C'est pas une intervention mineure. Même si c'est une pratique courante, les curetages, c'est une pratique qui est courante, les risques sont minimes, mais c'est pas une intervention mineure pour autant. Alors, je vous parlerai plus des séquelles psychologiques. Plus on attend tard, plus les séquelles psychologiques peuvent être importantes. Particulièrement pour la mère, parce que à 20 semaines, elle a déjà senti le bébé bouger, là. Donc, ce petit être-là est à l'intérieur d'elle. Prendre une décision le plus tôt possible, procéder à l'intervention et ne pas hésiter à se faire accompagner par un professionnel de la santé mentale pour, passer à travers cette épreuve-là. Ça, je le conseille fortement. Je vous ai parlé des agents tératogènes. Je vous parle maintenant du milieu prénatal et des agents tératogènes. Entre autres. L'alcool et la nicotine, les différents types de drogues et des médicaments peuvent être des agents tératogènes. Donc, qui vont traverser la barrière placentaire et peuvent affecter l'embryon et le fœtus en développement.
Il peut y avoir aussi l'incompatibilité des groupes sanguins. Ça, c'est comme endogène, ça ne vient pas de l'extérieur. Le RH qu'on appelle, eh bien, si le RH de la mère ne correspond pas au RH de l'enfant, il se peut que le système immunitaire de la mère considère le produit de conception comme quelque chose à détruire. Alors, ça peut devenir problématique. Quand on sait ça, il y a des médicaments qui peuvent être donnés à la mère pour empêcher cette réaction naturelle-là du système immunitaire. Différents dangers environnementaux, les rayons X peuvent provoquer des ruptures de chromosomes. Différents polluants avoir un impact important sur le développement des fœtus. Je vais vous parler de la thalidomide, qui est un médicament qui a été prescrit dans les années 60 aux femmes qui avaient des nausées. J'ai connu personnellement un jeune homme qui est atteint de la... On dit est atteint de thalidomide. Il n'est pas atteint de thalidomide, qui est le résultat de la consommation de thalidomide par sa mère au cours de la grossesse, au cours du développement embryonnaire. Eh bien, la photo qu'il y a là, c'est Roland. C'est un ami à moi. J'étais au secondaire avec lui. Cet homme-là, aujourd'hui, a 57 ans. Non, 58. Je m'excuse. Une année de différence. 58 ans. Il est économiste. Il poursuit encore des études maintenant, des études doctorales. Et comme vous pouvez le voir, ben, les séquelles au niveau de son organisme sont importantes. Il manque des membres. Il n'y a pas de main. Il manque une jambe au complet. L'autre jambe, ben, il y a un tout petit pied qui est là. Quand il est né, il n'y avait pas de mâchoire. On appelle la mandibule. Il a dû se faire greffer des côtes à lui. Il y a eu beaucoup d'opérations pour refaire son visage. C'est rare que la thalidomide était de cette ampleur, jusqu'à détruire justement au niveau, une malformation au niveau du visage. Habituellement, c'est juste les membres. D'ailleurs, pensez à Martin Deschamps, l'auteur, compositeur, interprète, lui aussi, on dit c'est un enfant de la thalidomide. Là. Et puis, c'est un défi de la vie pour ces individus-là de passer à travers le cours de la vie, sachant qu'au départ, leur génétique, elle est parfaite. Ces individus-là, ils vont avoir des enfants, ils n'auront pas des enfants avec des malformations congénitales. C'est un agent extérieur qui a modifié le développement de l'embryon. Alors, c'est ça, Roland, ben, il mène quand même une belle vie. Il voyage beaucoup aujourd'hui. Il a été indemnisé par les gouvernements pour l'erreur qui a été faite par rapport à avoir laissé introduire ce médicament-là alors qu'il avait été rejeté dans d'autres pays. Mais ça rattrape pas tout, hein. Tu peux pas. Mais il vit avec qui il est. Il s'est jamais connu autrement. Puis, c'est un homme qui est épanoui, qui est souriant, puis qui essaye d'aider aussi beaucoup d'autres personnes qui éprouvent des difficultés sur le plan physique. C'est devenu, il donne des conférences et tout, là. Alors, c'est cela, petit témoignage. Mais pas de moi, là. De Roland. Puis il est d'accord que je mette sa photo. Inquiétez-vous pas, là, j'y ai demandé. Il est content. D'ailleurs, ah oui, en passant, je ne vous donnerai pas son site, mais comment dans sa résilience par rapport aux dommages qui ont été faits à son corps, il est aujourd'hui modèle nu. Hein? Oui, oui. Il pose pour des personnes qui font de la peinture, qui sont en art, qui font de la peinture et du dessin. Il est un modèle nu, modèle vivant. Fait qu'on l'engage, puis il s'assoit sur un petit banc, tout nu. Et puis on le dessine. Pour lui, c'est une façon d'accepter totalement son corps et de voir qu'il y a la beauté dans son corps malgré les malformations. Donc, puis, il y a la cote, il semblerait, là. Selon lui, je pense que oui, c'est quelque chose, moi, qui ai tous mes morceaux, je serais pas mal gênée. Mais ça appartient à chacun. Si lui, ça le rend heureux, ben, tant mieux, je suis pas à juger de ça, c'est de l'art. Je pense à ça. Que Roland choisisse d'être un modèle vivant et un modèle nu, il y a probablement un mécanisme de défense en arrière de ça. Êtes-vous capable de trouver celui à quoi je pense et de le décrire? Les relations sexuelles durant la grossesse, est-ce que c'est possible?
Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Comme dans le temps où est-ce que la femme n'est pas enceinte, elle peut trouver du plaisir, du réconfort, de la complicité dans ce geste intime entre deux amoureux. Vous voyez, il n'y a pas d'effet nocif qui est noté. Il y a dans certaines circonstances où on va suggérer à la femme de s'abstenir. Le premier trimestre, les 3 premiers mois, pas pour toutes les femmes, là, pour les femmes qui ont déjà eu plusieurs fausses couches. Parce que dans le sperme de monsieur, il y a ce qu'on appelle la prostaglandine. La prostaglandine, eh bien, ça peut déclencher des contractions au niveau de l'utérus et c'est ce qu'on ne veut pas. Et aussi le fait qu'elle a eu plusieurs fausses couches, on peut s'attendre à ce que l'utérus soit plus fragile, même au mouvement associé à la pénétration. On ne prend pas de chance, OK? On va se tenir tranquille une fois que tout est bien installé, que l'embryon est bien dans sa petite bulle toute chaude à l'intérieur de l'utérus. Et pourquoi pas? Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de saignement. Donc, tout va bien. Autre moment où c'est déconseillé, ben, c'est quand le travail est commencé. Elle est en train d'accoucher, là. Puis les os sont crevés. Les os sont crevés, si elle a une relation sexuelle à ce moment-là, ben, il y a des risques d'infection parce que un pénis, c'est pas stérile. Donc, on ne veut pas que ça cause une infection qui pourrait dégénérer, entraîner des problèmes de santé à la maman non plus, là. Donc, c'est ça, quand les os sont crevés, puis le travail est commencé. Je trouverais ça quand même étrange que quelqu'un ait le goût de faire ça à ce moment-là. Bon, s'ils l'ont écrit, c'est parce qu'il devait y avoir du monde que ça devait leur tenter, hein? En tous les cas, parlons de la fluctuation au niveau du désir sexuel de la femme. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une baisse de l'appétit sexuel chez la femme lors du premier trimestre, donc les 3 premiers mois. Pourquoi? Ben, elle a souvent des nausées, elle est extrêmement fatiguée, elle a des douleurs vagues un peu partout. Tout ce qu'elle veut, c'est dormir en boule puis qu'on lui fiche la paix. C'est une bonne idée. Au deuxième trimestre, là, il y a une augmentation de l'appétit sexuel chez la femme. Parce que la grossesse est bien entamée, le corps s'est adapté à cette nouvelle condition-là, qu'on est en chantier, il y a moins de fatigue. C'est vraiment ça. Et on a remarqué que l'appétit sexuel de la femme était aussi associé à l'augmentation de son volume sanguin. Le volume sanguin, il se retrouve partout dans le corps, mais entre autres, il y a des vaisseaux au niveau de la vulve de la femme. Et ça peut créer un engorgement dans les périodes, justement, où elle a l'excitation sexuelle. Les vaisseaux sont plus dilatés. Certaines femmes, c'est ça qui va être à l'origine même de ce qu'on appelle les orgasmes spontanés. Alors, bingo! Bingo pour elle! Si elle a du plaisir, bien même du plaisir toute seule. Lâche-toi lousse, ma poule. Alors, c'est un petit peu ça. Et difficulté dans le dernier trimestre, donc on a une baisse. C'est pas nécessairement une baisse de l'appétit sexuel, mais il y a beaucoup encore de fatigue lombaire. Des inquiétudes par rapport au moment quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que je vais accoucher. Et les positions sexuelles, quand tu as une grosse bédaine comme ça, c'est pas une grosse bédaine molle, là, c'est une belle grosse bédaine dure. On oublie ça, la position du missionnaire. Donc, il peut y avoir de ça. Comment vivre une belle sexualité quand on est enceinte? Je vous dirais, communiquer avec le partenaire. Parlez de ce que vous vivez et de ce dont vous avez le goût. Mais n'abandonnez pas toute la sexualité parce que madame est enceinte. La sexualité, c'est justement une façon de démontrer de l'amour, de la tendresse. Je ne vous parle pas juste de la pénétration, là. Il y a d'autres façons de vivre une belle sexualité, une sexualité épanouissante dans un couple, même si la madame, elle est enceinte. Je pense que je me suis fait comprendre, hein? On va parler de l'image de soi. Devenir enceinte, c'est un gros changement. Puis c'est un changement qui est rapide. La jeune femme qui est à droite, disons qu'elle a 25 ans ou 26 ans, bien, avant d'être enceinte, elle avait le corps X. Elle est habituée à voir ce corps-là. Là, elle voit ça se transformer progressivement. Ce corps-là, elle sait qu'elle est enceinte. Mais pour plusieurs femmes,
elle n'aime pas voir cette transformation-là. Il y a de l'inquiétude de savoir est-ce que je vais revenir comme avant. Il y a des femmes qui prennent énormément de poids durant la grossesse. Pourtant, elles s'alimentent très bien, elles font de l'exercice. Leur métabolisme fait ça. Elles, c'est comme ça que ça se passe. Donc, plusieurs vont dire qu'elles ne se trouvent pas belles enceintes. Toutefois, parmi toutes ces femmes-là, quand on leur pose la question, sont dans un groupe d'aquaforme, par exemple, comment tu trouves mademoiselle ou mademoiselle qui est enceinte? Elle va dire, oh, elles, ça leur fait tellement bien, elles sont belles, sont épanouies, elles, ça leur fait bien. La grossesse. Moi, je trouve pas que je suis très jolie. C'est normal. C'est normal parce que c'est le changement face à soi-même. Le changement peut être perturbant. Il y a des femmes qui vont se trouver jolies aussi enceintes. Il y en a. Mais pour plusieurs, vont plus trouver les autres jolies que elles. Donc, elles peuvent être fières d'être enceintes, sans dire qu'elles se trouvent particulièrement belles. Puis, il ne faut pas oublier que les changements, ça affecte plusieurs volets de leur développement physique, là. Les fameuses vergetures, les varices, les jambes peuvent être très, très, très enflées. OK, là, j'ai marqué urine fréquemment. Ça, c'est plus parce que c'est dérangeant. Il faut toujours que tu trouves une station pipi quand tu vas quelque part. Et l'émotivité avec les hormones est mise au maximum. Donc, quand elles se regardent dans le miroir, ben, elles ne se trouvent pas à leur goût, ne sont pas satisfaites, sont peut-être un petit peu plus tristes. Ils ont peur aussi de ne pas plaire au partenaire sexuellement. En fait, le partenaire, quand il regarde sa femme enceinte, il la trouve belle. Il la trouve belle enceinte, c'est sûr. Il peut la désirer aussi sexuellement. Mais c'est plus non plus pour lui le même corps. C'est le même corps, mais pas le même corps. Donc, c'est pour ça que quand je vous parlais que la sexualité doit se transformer, elle a une belle maternité, si on veut. OK? C'est ça. Mais oui, il y a des hommes qui vraiment, même ils trouvent leur femme plus excitante enceinte. Ben là, regarde, t'as le droit, là. Sauf que j'espère qu'elle n'aura pas 22 pour que son mari soit heureux. Vous voyez? Elle a besoin d'être rassurée sur son apparence physique et d'avoir des moments de tendresse. Des moments où elle obtient des caresses, où on lui joue dans les cheveux, où on lui fait des massages. Elle a besoin qu'on lui dise qu'on la trouve belle, on la trouve superbe. Faut pas oublier ça. Elle construit un petit être. On va parler ici un petit peu des émotions de la femme enceinte. Qu'est-ce qui se passe? La question qui m'était souvent posée par des étudiantes et étudiants, c'est que si la mère ne désire pas avoir l'enfant au départ et qu'elle poursuit la grossesse avec des sentiments négatifs, est-ce que l'enfant va le savoir? Est-ce qu'il va savoir qu'elle ne le veut pas? Est-ce que ça va affecter son développement? C'est une question qu'on pourrait se poser. Eh bien, je vais vous fournir la réponse. Je vous dis que non. Non. Mais c'est un non, mais pas un tout non. En fait, l'enfant ne saura jamais que sa mère ne veut pas de lui, sauf si elle lui dit. Après la naissance, au moment où il est capable de comprendre le langage et de savoir qu'est-ce que ça signifie. Qu'elle ne désire pas l'enfant au moment de la grossesse n'a aucun impact sur ce que l'enfant va penser ou va développer au niveau de la relation avec la mère. Ce qui se passe après est beaucoup plus important que ce qui se passe durant la grossesse. Sauf que durant la grossesse, ce qu'on a remarqué, les mères qui ne voulaient pas avoir d'enfant et qui étaient enceintes, qui se posaient la question, je veux-tu le garder, je ne veux pas le garder, ce qu'on a vu, c'est l'augmentation du stress. Ça, par exemple, ça peut jouer. L'enfant, tout ce qu'il sait, c'est qu'il est un petit peu comme pas bienvenu dans le corps de la mère. Je ne sais pas si j'ai une bonne façon de l'exprimer, mais elle est extrêmement tendue. Probablement que son alimentation aussi est moins bonne. Et le sommeil est moins bon. Elle est perturbée par l'idée qu'elle se fait de l'enfant à naître. Ça peut être négatif, mais négatif physiologiquement pour l'enfant, tout simplement. C'est la production de cortisol qui va avoir des effets sur le développement de l'embryon et du fœtus, même sur le plan neurologique. Bien sûr, on fait des études à partir,
dans le temps où est-ce qu'il y avait la crise du verglas, il y a eu une crise du verglas à Montréal il y a plusieurs années. Et puis, ils ont évalué les personnes, les enfants, dont la mère était enceinte à ce moment-là. Là, c'est pas qu'elle veut pas l'enfant, là, c'est pas du tout ça. C'est qu'elle a vécu beaucoup de stress. On a remarqué, ils ont corrélé avec les caractéristiques des enfants de ces femmes-là qui étaient enceintes dans cette période-là. Puis on voit qu'il y a plus d'anxiété, il y a plus d'hyperactivité, il y a plus de troubles du sommeil, plus de troubles du comportement. Dans certains cas, on voit qu'ils ont des capacités intellectuelles un peu différentes, un peu plus faibles que, mais on fait toujours ça en moyenne, hein, que des enfants des cohortes suivantes ou des cohortes précédentes. C'est donc dire que le stress peut jouer. Mais ça, c'est un stress important qui a duré plusieurs mois, la crise du verglas. N'oubliez pas. Des stress momentanés, ça s'évapore comme ça, c'est d'être toujours soumis à un haut taux de cortisol qui peut modifier la structure organique et neurologique chez l'enfant. Donc ça, c'est une partie. Qu'est-ce que ça peut faire aussi, le stress intense? Ben, ça peut engendrer de la prématurité chez l'enfant ou des retards de croissance parce qu'il est moins bien alimenté. Et on sait aussi que la femme qui est très stressée, ajoute ça avec d'autres facteurs, là. On va mettre des facteurs plus externes, tératogènes. Elle fume beaucoup. Quand elle fume beaucoup, ben, ça réduit l'apport en oxygène. Si on réduit l'apport en oxygène, ben, ça modifie le développement de l'enfant. Donc, ça déboule. Cascade. Cascade. Naissance prématurée. On croit que le système immunitaire de la femme pourrait être mis en cause à ce moment-là, étant donné qu'elle vit beaucoup de stress, elle est affaiblie, puis on va mettre aussi l'alimentation là-dedans. Donc, il y a plusieurs facteurs. C'est mieux de ne pas être stressé. Mais il y a des stress qui sont positifs. Les stress positifs, c'est supposé être bon pour la santé. D'ailleurs, ce qu'ils ont plus remarqué, c'est de vivre des stress modérés. C'est bien de vivre des stress modérés. Puis les stress modérés, c'est pas des stress négatifs, c'est des stress positifs. On dit un déménagement. Un déménagement qui est choisi, c'est bon. Un déménagement que tu te fais mettre dehors de ton loyer, ça, c'est pas bon. Ça fait du stress négatif beaucoup plus intense. Donc, c'est pas mauvais. Mais sachez que ce que la mère pense durant la grossesse de son enfant, de son conjoint, de sa famille, de la société, n'a aucune répercussion sur l'enfant. Il ne saura pas ça. Elle n'a pas transmis ça. Si elle a choisi de lui dire ça à partir de sa naissance jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans, ben là, il ne peut pas y échapper. C'est un petit peu ça. Maintenant, on peut se projeter dans la situation qu'on vit actuellement, la période que l'on vit, avec le stress qui est provoqué par la pandémie. Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir des répercussions sur les femmes qui présentement sont enceintes? Si on se fie aux études qui ont été faites par rapport à la crise du verglas, il est fort probable que ça ait des répercussions. Mais ça, on va juste le savoir plus tard. C'est des études qu'on appelle longitudinales. Sur le temps, on va prendre cette cohorte-là. D'ailleurs, ils vont faire des études longitudinales par rapport à toutes les cohortes. Ça, c'est certain. Il va y avoir des budgets qui vont être débloqués pour nous étudier, nous, comment ça s'est passé à partir du moment où on a été obligé le confinement est arrivé et les nouvelles règles de santé publique sont arrivées. Tous ces changements-là psychosociaux, psychosociaux chez nous. Alors, ça va être dans quelques années qu'on va avoir les résultats de ça. On ne le saura pas l'année prochaine. On a peut-être des éléments, mais on ne le saura pas l'année prochaine. Chose certaine, on nous dit qu'il faut rester le plus zen possible. Mais, petite maman, bien entourée, ne voit pas pourquoi il y aurait des problèmes. Ne voit pas pourquoi. Alors, on a pas mal vu tout ce qu'on avait à voir, je crois. En passant, j'aimerais vous préciser quelque chose. Je viens de dire que la mère qui ne veut pas avoir un enfant et qui est devenue enceinte et qu'elle ne veut pas l'enfant durant la grossesse et qu'elle pense transmettre sa pensée négative à son enfant, on sait que ça, c'est pas vrai. Ensuite, je vous ai dit, l'enfant ne le saura pas, sauf si elle lui dit. Je vous pose la question. Quel serait l'avantage qu'elle lui dise? Pourquoi elle lui dirait, si elle a choisi de le garder, de poursuivre la grossesse et de fonder une famille? Moi, je lui dirais, écoute, madame, même si tu ne le voulais pas avant, ferme ta trappe. C'est pas nécessaire
tu étais dans un état peut-être dépressif à ce moment-là, tu étais hyper stressé, mais ton petit n'a pas besoin de savoir que tu le voulais pas. Là, tu vas le traumatiser. Et quand le petit est arrivé, prends-en soin. Tu l'accueilles, tu es heureuse. Pense plus à ce que tu pensais durant la grossesse. Ça sert à rien. Viens pas dans le passé, vis le présent, vis-le de façon positive. S'il te plaît. J'étais assez claire, là? Bon, on va changer de chapitre. À bientôt!